Je vous remercie très sincèrement, Emmanuel, Logno, Julien, qui est quelque part par là, euh, Christine, qui nous accueille ici, merci mille fois, Anastasia également. Donc je vous remercie très sincèrement, même si Christine m'a traité d'ancien, même si à un moment donné j'ai entendu dire que j'étais plutôt avant-gardiste, c'est-à-dire que ça relève d'un certain nombre, je me sens plutôt après-gardiste, mais ça c'est pas très grave. Et puis je me suis vu arriver la date de mon diplôme à Belleville, et ça pique aussi un tout petit peu, je vous cache pas, mais bon, on fait avec, hein, c'est comme ça, voilà. Mais en fait, je voudrais d'abord, et qu'il me soit pour une fois vraiment très sincèrement donné l'occasion de remercier les gens avec qui je travaille au quotidien, euh, avec qui, je dirais, vous avez la liste qui est affichée à l'écran, c'est la liste dans ce moment. Ça peut bouger de temps en temps, c'est comme ça, mais c'est quand même, je dirais quelque part, c'est par eux, c'est par ces personnes-là que passent, entre guillemets, les choses, que passent un peu les questions, qui aussi prennent aussi tous mes doutes d'une certaine façon. Et donc je voudrais prendre le temps de les remercier. Alors, j'entamerai cette conversation, puisqu'on parlait de conversation, avec un propos liminaire. Le temps des interrogations, le temps du projet, le temps de sa mise en œuvre, le temps de la compréhension, le temps de sa mise en récit ne sont pas toujours corrélés, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, c'est parce que je prends très souvent le train, je fais partie du coup de ceux qui écrivent. J'écris avant, j'écris pendant, j'écris après. On écrit par le dessin, on écrit par le texte. Et l'écriture, en fait, elle trouve sa place. C'est l'outil de la description avant tout. Et puis c'est aussi l'outil de la critique assez rapidement. Ça accompagne les dessins, ça accompagne les schémas, ça accompagne les photos, ça accompagne les discussions. Peu importe la nature, la qualité, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière ça, et qui pose toujours une question au fond, c'est que choisir, pourquoi choisir de rassembler ces choses-là, et comment les rassembler ensuite. Julien Pensu, donc, m'invite à prendre la parole dans ce cycle de conférences et m'a suggéré avec une relative insistance de ne pas rater, il faut que je parle de l'îlot Saint-Germain, et évidemment il faut que je parle de la boulangerie et d'habitat, puisque c'est le thème. Donc en fait, il restait quelques libertés pour compléter ce menu sur un thème, peut-être d'écrire une pratique qui est singulière de ce métier et qui comporte des responsabilités. Autrement dit, qu'avons-nous fait, comment l'avons-nous fait et que devons-nous faire encore. C'est la scène 1 de l'acte 5 d'Andromaque. Je vous le dis comme ça, mais bon, peu importe, c'est pas très très grave. Mais en fait, c'est assez essentiel parce que ce travail d'architecte, ça nous associe à d'autres. Et dans une forme d'atelier qui est inattendue et qui regroupe évidemment la maîtrise d'ouvrage dans sa dimension la plus large, qui regroupe des bureaux d'études, qui regroupe des entreprises, qui regroupe des habitants, des utilisateurs, et dans un espace qui, je crois, je suis pas d'une nature hyper optimiste, mais qui est dans un espace, dans un intervalle ou un environnement qui est relativement érodé sur le plan de la pensée, et dans un espace qui est réglementairement aujourd'hui très contraint et qui a l'air de continuer à se contraindre, et je ne manquerai pas d'en parler dans le cadre de la réhabilitation notamment. Et pourtant, à la fin, on ne fabrique pas les choses tous pour nous-mêmes, ce sont d'autres qui font, qui habitent à partir de ces dessins ou de ces documents qui sont écrits. Et cette fabrique, quand on parle d'habitat, elle est profondément inépuisable, en fait. Des fois, on entend le mot, mais faites le plan comme ci ou comme ça, dessinez-nous telle ou telle façade comme ci ou ça. Et en fait, non, c'est absolument impossible. C'est complètement inépuisable, sans fond,
Et c'est assez remarquable, cette manière d'être en capacité toujours de de prendre un plaisir vraiment profond et supérieur à cette recherche permanente. Voilà, ça c'était ce que je voulais juste vous dire au début. Et il est impossible en termes de format, de longueur, de citer toutes celles et ceux qui, par leur travail, ont accompagné, par exemple, ce projet. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 6 ans, à peu près. Et dans les faits, il est habité aujourd'hui, donc ce projet, il existe toujours. Et lui, il continue, entre guillemets, la durée. Voilà. Et tous ces gens qui sont partie prenante de ces réalisations, en fait, ça nous permet d'aboutir à une forme de dimension commune et ça rejoint nos propres postures personnelles. Voilà. Alors, le projet à construire, ça c'est quelque chose qui est assez essentiel, et le territoire aménagé d'une certaine façon, comme je l'entendais formulé d'une autre façon il y a quelques instants. Cette responsabilité et sa tenue dans le temps pourrait se résumer: construire des lieux dignes d'être habités, entretenir les sols et les annoter, ces sols, au service d'une compréhension partagée. Voilà. C'est ce qui nous amène de temps en temps à prendre certains chemins dans certains projets, puis d'autres chemins dans d'autres, des choses qui sont sans intérêt aux yeux de certains et qui revêtent à un moment donné un intérêt pour nous, et c'est ce qui fabrique la variété de ce grand paysage que je vais essayer de décrire. Voilà. La seule chose peut-être qui est assez intéressante, c'est que les projets je vous parlais de 4 projets. Sur ces 4 projets, 3 sont des projets chorales, c'est-à-dire ont été faits avec d'autres architectes. Je trouvais ça assez intéressant de le noter, et ça convoque d'une certaine façon un peu une manière de faire l'architecte ou de faire de l'architecture. Et ce qui est intéressant toujours dans cette position-là, c'est on essaye d'éviter de se dire « pense comme ton voisin, tu verras, tu vérifieras qu'il sera content ». C'est peut-être bien d'amener avec ses propres pensées, de les confronter, et puis voilà, d'avancer avec ça. C'est pour cela que moi j'aime partager, j'aime jouer à découpage de missions. Là, dans le cas, ça a été avec Jean-Jacques et Antoine dans un premier temps, avec H2O. Ça a été ensuite avec un autre Antoine, et enfin Martin Elie sur les questions de paysage. Et puis ça nous permet collectivement de mieux éprouver ce qui nous est personnel, je pense. Alors j'y vais. Un immeuble de bureau dans le 7e arrondissement, caché, rue Saint-Dominique. On est à 2 pas de l'hôtel de Brienne. Depuis la rue, cet immeuble haut ne se voit pas. Il est caché par un autre immeuble et on est vraiment voisin de l'hôtel de Brienne. Et quand on voit ceci, cet ensemble, qui a été à un moment donné l'objet du concours, on retient évidemment la question de la forme, le dièdre, donc avec une manière, d'une façon d'accueillir la lumière, et puis quelque chose de complètement indifférent à partir d'un élément, une fenêtre. C'est d'une certaine façon la manière dont on a, nous, découvert ça. Il se trouve qu'il y a d'un côté ces parois qui, d'une certaine façon, nous amènent à regarder évidemment vers le ciel, et au niveau du sol, en plein milieu du 7e arrondissement, en fait, des sous-sols continus sur 2 niveaux, et on a 3 malheureux arbres qui tentent de résister. Bon, nous-mêmes d'ailleurs on les a non, on les a voilà. Bon. C'est quand même assez étonnant à tout à coup de rentrer ensuite et de regarder un plan de cadastre et d'essayer de situer les choses
dans un territoire qui est finalement relativement muet, qu'on parcourt assez peu, et ce bâtiment, quand même, c'est quand même quelque chose d'extrêmement marquant. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que l'opération, ça ne concerne pas simplement un édifice, ça concerne excusez-moi, une société d'édifices, et cette société d'édifices, elle est composée finalement de 2 familles de bâtiments. Les bâtiments sur rue, ce sont des bâtiments en maçonnerie. Le bâtiment sur cour, c'est un bâtiment à ossature. C'est 2 choses, c'est 2 univers complètement différents. Le second, c'est celui sur lequel je vais insister, parce que je reviendrai sur les familles du premier un tout petit peu plus tard. Le second, en fait, il fait aujourd'hui partie de notre environnement du quotidien, c'est-à-dire d'une certaine façon, l'abandon de ces lieux de travail, en l'occurrence, et puis ça fait partie aussi des choses à regagner, dans cette idée de regain, qui est le regain vraiment cher à Giono, hein, pour le coup. Dans cette idée de regain, ce qui est assez essentiel, c'est qu'est-ce que le bureau possède en termes de qualité dont l'habitat pourrait se saisir. C'est-à-dire que ce n'est pas les problèmes qu'a un immeuble de bureau, ça peut être, il en a des problèmes, rassurez-vous, hein, mais c'est plutôt quelle qualité a cet édifice pour accueillir autre chose que sa première destination. Ça, c'est une grande question. La deuxième grande question, c'est qu'est-ce que l'on essaye de garder de cet univers du bureau qui peut fabriquer aussi une part de l'imaginaire dont les gens vont pouvoir se saisir en y habitant plus tard. Donc en fait, on va plutôt explorer le champ des possibles que le champ des problèmes. Les problèmes, de toute façon, c'est notre job. Tout à l'heure, effectivement, se posait la question de... Il faut évidemment régler les problèmes, mais dans les faits, l'horizon, il est un tout petit peu plus large. Et je retiendrai, du coup, de nos échanges, de nos discussions avec les architectes, avec les paysagistes, avec la maîtrise d'ouvrage, finalement, quelque chose qui est, on va dire, assez essentiel. La première chose, c'est le nombre de niveaux. Et d'une certaine façon, toutes ces surfaces, c'est un cadeau pour habiter. Donc effectivement, le projet que l'on va essayer de proposer va donner, autant que faire se peut, un maximum de surface à l'habitat. Parce que ça fait bien longtemps que je ne crois plus, j'espère toujours que les gens montent à pied, j'espère toujours que les gens descendent à pied, mais dans les faits, quand on a ascenseur, on appuie sur le bouton à partir du, allez, 2e étage, 3e étage, grand max. Donc, en fait, on s'est dit, allons, essayons de travailler un projet, et je vous le montrerai, qui, d'une certaine façon, rend plutôt grâce à l'habitat, et pas forcément à ces principes distributifs. Et puis, mettre de la surface de logement social dans le 7e arrondissement, il y a aussi une forme d'évidence du message, et je suis assez heureux de dire, à l'instar d'un projet qu'on avait fait quelques années avant, où on avait réussi à glisser le 7e logement dans une opération dans le Marais, là où on n'attendait pas forcément 7, que finalement, cette dimension-là, d'offrir l'habitat comme étant un élément premier, faisait partie, d'une certaine façon, de notre mission. Ça, c'est un élément qui est assez essentiel, c'est tout pour l'habitat. La deuxième chose, c'est le mouvement de l'édifice, plutôt le mouvement, excusez-moi, de l'histoire sur l'édifice. C'est ce mouvement que Bruno Latour et Albenay Yaneva, dans un texte que j'aime beaucoup relire, prennent l'exemple du fusil photographique de Marais, et qui, d'une certaine façon, nous montre, par le vol de la mouette, les dimensions vécues d'un bâtiment. Et dans un projet, d'essayer de retracer comme ça le parcours d'un édifice, ça nous permet de penser les couleurs, ça nous permet de repenser les bétons, ça nous permet de renégocier la question de la trame constructive, ça nous permet de revisiter la pierre autrement, ça nous permet en fait des tas de choses, et ça nous permet à un moment donné de se dire, parce que la question que je posais au début, c'est que reste-t-il de cet univers du bureau dans l'habitat ?
Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Un autre point, c'est l'essentiel de la loggia qui installe l'ombre et les appropriations comme réponse aux lisses originelles du bureau. Et après, j'enverrai les images, hein, je vous dis tout, puis après vous regarderez. L'originel du bureau, c'est-à-dire cette façade lisse que l'on avait découvert en fait en l'apprenant, c'était d'une certaine façon une base de notre réflexion. Et en la comparant à l'idée que grand nombre de logements, 189 sont contenus dans ce bâtiment, 189 logements, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de très petits logements dont la donnée programmatique était de faire des petits logements. Donc ce sont des logements qui démarrent à 22 mètres carrés. On s'est dit que le prolongement naturel de ces logements pouvait être l'espace extérieur et que l'espace extérieur, lui, d'une certaine façon, c'était quelque chose qui était plutôt offert. Donc des logements qui font 22 mètres carrés vont avoir un espace extérieur qui est, de mémoire, de l'ordre de 8 mètres carrés. Vous voyez un peu ce que cela fabrique d'une certaine façon comme complément. Donc cette loggia, elle est d'une certaine façon assez essentielle. Et la baie. La baie qui nous était offerte, extrêmement régulière depuis le début. Je dirais pas que c'est un projet de feignant quand même, il ne faut pas dire ça. Mais en fait, nous avons juste abaissé les allèges, puisque les allèges n'étaient pas porteuses, c'était une ossature, c'était du remplissage de l'allège. Et donc, tout simplement, en passant de cette fenêtre qui est à une allège haute à quelque chose qui va aller jusqu'au sol, en fait, le vide, ce qui est la réserve de projet, souvent c'est le vide qui est la réserve de projet, ça nous était offert par la forme même que de l'accueil, que est le linteau d'une fenêtre. Ça, c'est assez formidable de l'imaginer. Et enfin, la forme qui, pour moi, doit être absolument la moins discriminante possible. J'aime l'idée d'une approche universelle, donc l'armoire de grand-mère, c'est une image absolument parfaite dans cette idée de l'universel. Voilà. Donc, voilà un projet où se joue de concert le complexe et l'hybride, qui sont presque, aujourd'hui, il faut l'avoir en tête, qui sont les bases de la fabrication du logement. Le logement est complexe et le logement est hybride, et c'est une des pièces essentielles. À gauche, ces parois en maçonnerie, ces parois porteuses. À droite, quelque chose qui est beaucoup plus léger et qui est le point de départ de deux espaces de réflexion où dans l'un on contient et dans l'autre on se projette. C'est ça qui est intéressant dans cette manière de voir les lieux. Bon, le plan général, c'est assez important parce que la question de la densité est un sujet assez central. Ces surfaces-là étaient parfaitement et complètement imperméabilisées. Le programme devait accueillir des logements, devait accueillir une crèche, devait accueillir un gymnase. La position, elle était d'une certaine façon relativement, non pas figée, mais en tout cas, elle était déjà installée. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est un peu l'affaire d'échelle, c'est-à-dire la taille même de cette parcelle, qui est finalement à l'échelle d'un îlot, fabrique d'une certaine façon le retournement et la vie intérieure d'un nombre élevé de familles, en fait. C'est-à-dire que ça relève presque de l'espace public. On a un gymnase, on a une crèche, on a 254 logements. Le sol ne peut pas être le même, le rapport au ciel ne peut pas être le même, et le regain du végétal doit trouver aussi sa place dans cet intervalle qu'est cet espace intérieur. Voilà. Donc, d'une certaine façon, le potentiel constructif, l'autorité de ces bâtiments existants qui sont amenés par une forme presque de libéralisme, qui pourrait générer à un moment donné un certain embarras, deviennent des ressources de projets qui vont accueillir. Voilà. Donc, on aime bien l'idée tout à coup que le projet s'autonomise et puis s'échappe. Je vous parlais de l'économie distributive. L'économie distributive, c'est,
on le teste, l'économie distributive est le corollaire par moment du caractère traversant de l'habitat. C'est-à-dire que c'est par les distributions, en général, que l'économie de distribution nous permet d'une certaine façon de fabriquer la petite mécanique distributive du logement. Et dans ce projet, là, vous avez en vert des endroits où effectivement les distributions sont très étroites. Du coup, ça va nous permettre de proposer par exemple des logements plutôt traversants. C'est quand même un dispositif. Et puis, de l'autre côté, par exemple, ces distributions-là s'étirent un tout petit peu plus. Et donc, c'est là que l'on va accueillir les petits logements. Et pourquoi elles s'étirent un tout petit peu plus? Tout simplement parce qu'à rez-de-chaussée et au premier étage, on a l'accès au gymnase, l'accès à la crèche. Donc, d'une certaine façon, le bâtiment d'habitation vient faire pont sur l'ensemble. Et ça, c'est assez étonnant parce qu'on a les grandes portées qui se retrouvent sous les petites portées. Donc, il y a toujours cet étonnement entre la gestion de l'espace public pour des équipements publics qui aiment bien les grandes portées et en même temps qui viennent d'une certaine façon se confronter au paradoxe qui est aujourd'hui présent. C'est-à-dire que là, il fallait franchir et la petite portée au-dessus. Voilà. C'est pour ça que je parlais d'autonomie du système tout à l'heure. Et puis, si vous voulez, on passe maintenant, peut-être très très rapidement, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin là-dedans. C'est cette affaire de la loggia et une forme d'entêtement dans son, peut-être là pour le coup dans son dessin, à reconvoquer, on va dire, une figure qui était relativement homogène. Le poteau fait la même taille que le linteau. Ça peut paraître paradoxal. Et même intellectuellement et intuitivement, c'est même étonnant. C'est-à-dire que dans la logique de franchissement, on pourrait très très bien dissocier les choses, puisqu'il s'agit de béton. Et les tests ont été faits d'une certaine façon, voire même des tests où on a travaillé sur des figures qui s'allégeaient, en fait. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, ça vient réavancer l'ancien plan de la façade, qui est une façade homogène, vient la faire vibrer et vient garder d'une certaine façon ce langage ou cet échange l'un avec l'autre. C'est une manière de dessiner les choses que de le faire ainsi. On pourrait aussi l'imaginer évidemment autrement. Et si l'immeuble du 18e est construit plutôt comme un immeuble de rapport, il se pratique déjà comme une façade d'habitation. L'équerre intérieur, élevé en plein milieu d'une période, on va dire, fonctionnaliste, c'est un immeuble de bureau, pensé comme tel, et derrière laquelle habiter n'est pas si simple. Voilà. Donc, la répétition des hauteurs, la répétition de la baie, la répétition de la trame, ça doit plutôt permettre d'habiter et pas fabriquer cet empêchement. Voilà. C'est ce qui a guidé une partie de l'exploration du projet. Et puis, il y a une chose d'abord qui est faite par d'autres, qui voit une grande question que l'on aborde aujourd'hui, c'est la question du temps dans tous les projets. On commence à étirer, on va dire, les gradients de la pensée. C'est quelque chose que les paysagistes font déjà depuis extrêmement longtemps, en fait, hein, si on est d'accord. Et ce qui est assez beau, c'est que même là, ça échappe. C'est-à-dire qu'il y a une forme peut-être de contrôle sur l'architecture, quoique, dans la manière dont les gens vont habiter. C'est ça qui est plutôt assez formidable. Mais là, pour le coup, l'effet même du lieu, la plantation, ça devient quelque chose d'éminemment précieux parce que ça échappe. Ça prend son propre chemin, ça mène sa propre vie. Il faudrait que ce soit juste un petit peu plus pratiqué, mais ça, c'est un autre petit problème. Voilà.
Donc, juste, je vous passe quelques images. Et dans celle-ci, c'est une des parties, évidemment, où on se gratte un peu plus la tête, le cerveau, où les choses n'arrivent pas du tout facilement. C'est le moment du juin, c'est le moment où les époques se rencontrent. C'est le moment où elles se rencontraient déjà et ça posait déjà question. C'est le moment aussi où on pouvait réfléchir à une forme d'adjonction, c'est-à-dire par rapport à un existant, est-ce qu'on est en capacité de venir apporter à nouveau quelque chose. C'est le moment du retournement où les deux bâtiments se regardent, où les deux bâtiments se mettent à discuter. Donc c'est un moment qui a pris du temps. Voilà. Parmi d'autres. Mais c'est normal, hein, je veux dire, c'est. Mais bon, voilà. Et il y a eu une discussion, puisque il y a eu cette discussion au niveau du Porsche. Je pense que je ne sais pas combien je dirais de versions, on va dire, de ce Porsche ont été dessinées, esquissées, reprises. Bon, puis à la fin, on a libéré les lieux. Mais finalement, vaut mieux se préoccuper de l'espace que de l'occuper, en fait. À la fin, c'est comme ça que ça s'est terminé. Voilà, la petite histoire. Et je dirais, ça, c'est le passage d'un état à un autre. Et en même temps, derrière cette façade habitée, je pense que reste encore, d'une certaine façon, l'écriture de ce que l'on a pu découvrir une première fois. Et il est une façade que personne ne voit, que ne verront que des gens extrêmement riches, là pour le coup, dans ce quartier, puisque le bâtiment sur le boulevard Saint-Germain voilà, est d'une autre nature. Nous n'avions le droit que d'être lisses, nous avons respecté cette chose-là. Et du coup, c'est une façade qui petit à petit va chercher la lumière, c'est refermé de temps en temps et qui se dessine au travers des plans qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire que dans cette espèce, on imagine la chose dans ces trois dimensions et on imagine le plan et on fait monter les choses comme ça et on déplace les choses en sachant que la surface est acquise, que la typologie est acquise, mais qu'on a une forme de liberté dans la règle que nous propose ce bâtiment. Voilà. La forme ne m'obsède pas. Pour être honnête, elle m'obsède de moins en moins. D'abord parce que les objets sur lesquels on est amené à travailler ont déjà leur propre forme. C'est extrêmement rassurant, en fait, pour dire les choses très sincèrement. Et du coup, ça nous permet par moments de nous concentrer sur d'autres, on va dire, sur d'autres aspects, plus, pas du tout plus fins, hein, c'est pas du tout ça, parce que j'adorerais être passionné par la forme dans les faits. On est architecte, on travaille sur des formes, c'est pas le problème. Mais ça nous permet, à un moment donné, de nous concentrer, de nous appuyer sur moins d'éléments. C'est-à-dire de faire avec moins et d'essayer d'aller, de pousser les choses voilà, de temps en temps. Donc ça fabrique des limites et c'est à partir de ces limites que l'on travaille. Vous voyez, l'espace, par exemple, l'espace du 7e arrondissement est un espace minéral. Complétons cet espace du 7e arrondissement en apportant le végétal d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'Élise et Martin se sont jetés à bras là-dessus. Et lorsqu'on a travaillé ensemble entre architectes, d'une certaine façon, ça a permis de préciser les limites de notre exercice partagé. Voilà. Prenons-en acte. Je parlais de ce petit logement, hein, tout petit. Et puis d'aller chercher des choses après au-delà. Voilà. J'ai 6 ou 7 ans
j'habite à Massy, au 6e étage d'un immeuble de 10 niveaux. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ma vie, heureusement, mais je me souviens, et ça c'est cette idée de je me souviens que je voyais Paris, je me souviens depuis Massy que je voyais les immeubles de grande hauteur, et la fenêtre était un des espaces les plus précieux que j'avais, d'une certaine façon, dans ma relation au grand territoire. C'est celui qui nous permettait de nous évader quand on était petit. Ça sert aussi, d'une certaine façon, à ça. Alors, la boulangerie. Julien, je tiens, j'ai les deux. Ce projet, nous l'avons fait à 2 agences. L'agence, cette fois-ci, c'est donc l'agence, l'atelier Rita, Valentine Guichardat. Elle sourit, elle est là. Et on l'a fait ensemble parce qu'elle a, elle, réalisé déjà ce type de programme quelques années avant. Elle est vraiment ancienne, en fait, sur le coup. C'est elle la vieille sur ce type de projet. Et ce que je trouvais, je crois, il n'était pas question dans notre tête. Bon, on fait les concours en se disant qu'il ne faut pas les perdre, on est tous d'accord. Mais il n'était pas question qu'on ne se donne pas un maximum de chances pour essayer d'arriver au bout de cette aventure. C'était pas possible. C'était, c'est pas bon. En fait, c'est vrai pour tous les projets, mais là, peut-être encore plus. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui est le signe, peut-être, d'un engagement actuel en termes de responsabilité ordinaire. Ça n'exclut absolument pas de temps en temps l'humour et la légèreté face à la désespérance des missions qui sont confiées à dessiner des rectangles. Dans ce projet, vous allez voir, le plan il est contenu dans sa géométrie, les pièces sont associées les unes aux autres. Elles ne sont pas, aussi simples soient-elles, un simple minimum, mais un simple essentiel. Ce n'est pas un simple minimum, c'est un simple essentiel. Et c'est là que se joue, je pense, l'intervalle de ce type de programme qui convoque le mot héberger et qui ne convoque pas le mot habiter. Il y a des contraintes, il est des contraintes. Ce projet, il a suivi toutes les étapes, l'appel d'offres, les marchés publics, les questions de programme, des délais d'études extrêmement courts, le budget, des délais d'exécution, avec un arrière-plan, qui est un arrière-plan qu'on ne peut que partager. Ça s'appelle l'urgence. La question de l'urgence. L'urgence est l'essentiel. L'édifice simple, singulier, 130 mètres de long, une trentaine de mètres d'épaisseur, qui doit accueillir un public fragilisé, dont, pour reprendre les termes, j'ai repris les termes de notre note, arriver, être accueilli, se restaurer, se réchauffer, attendre, dormir, être. Autant de verbes, si vous voulez, qui ne caractérisent absolument pas l'advenir. Et c'est à partir de là qu'on pourrait parler d'habiter. Ces verbes-là ne convoquent pas l'advenir. C'est ce qui décrit l'élémentaire de l'hébergement, et c'est un programme qui est issu ni plus ni moins que de la fragmentation de notre société. C'est un signe d'une fragmentation terrible de la société. Donc, il faut y être. On pourrait dire, je n'en serai pas. Non, je crois enfin, titre personnel, il faut y être. C'est pour ça qu'on a essayé de tout faire, voilà. Il faut arriver au simple, il faut arriver à l'essentiel, qu'enlever à ce bâtiment, rien. Il y avait un seul étage occupé par des dortoirs, suroccupés, et au-dessus, 2 niveaux vides. C'était la manière dont ce bâtiment fonctionnait et pouvait fonctionner. L'élévation, d'une certaine façon, l'élévation du projet, c'est l'élévation existante à de
rares exceptions près. Enfin, je ne rentrerai absolument pas dans le détail. Mais peut-être, parmi tous les projets, je pense que c'est l'un des plus difficiles à tracer. Peut-être là, plus qu'ailleurs, il y a vraiment un plan du trait qui est encore plus matiné par le doute de la justesse de ce trait. C'est trop, c'est pas assez, c'est appropriable, c'est pas appropriable, c'est pertinent, ça l'est pas, c'est signifiant, ça l'est pas. Enfin bref, toutes ces questions-là, on n'est pas trop de deux, évidemment, à chaque fois pour se les poser, parce que ce projet traite de l'urgence, parce que ce projet traite de l'accueil des plus fragiles sur une durée qui va d'une nuit, si vous appelez le 115, jusqu'à quelques semaines s'il s'agit d'une prise en charge. Donc en fait, c'est 3 programmes en un qui abordent la question des précarités. Et du coup, l'économie elle-même invite à emprunter ce sentiment frugal. À titre personnel, je m'approprie là un truc. J'espérais planter un coin et trouver quelques failles qui permettrait de bousculer l'appareil réglementaire et normatif qui vient peu à peu étouffer l'espace des projets qui s'adossent à la question de l'existant. J'espérais profiter d'une certaine façon, à titre personnel, de ça. Sur ce plan, le constat est absolument sans ambiguïté. Tout n'est pas noir, mais il y a quand même beaucoup de gris foncé. Hein, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Voilà. Et pourtant, il y avait vraiment des opportunités, et il y a des opportunités, il y a quelques portes à bousculer. On se méprend par moments sur les questions de l'écologique, sur la question des volets environnementaux. On se méprend sur la question de la pérennité, sur une forme de l'habitus constructif. On se méprend sur les logiques de stabilité. Beaucoup de bâtiments tiennent, hein, mais on veut les faire tenir encore plus. Mais ils tiennent. Bon, je ne rentrerai pas plus que ça là-dedans. Je vous ferai l'économie des tentatives de négociation, même sur l'aspect réglementaire et sécuritaire, alors que 70 personnes travaillent au quotidien dans cet ensemble. Mais les bâtiments existants s'accommodent bien moins des injonctions de type case à cocher, parce qu'en fait, ces cases à cocher, ça permet de bien dormir. En voulant singer d'une certaine façon des bâtiments neufs qui eux-mêmes n'avaient pas demandé autant. Donc, de toute façon, ça fait déjà débat pour le neuf, mais dans le cadre des projets de réhabilitation ou d'intervention sur l'existant, je pense qu'il y a matière à se bouger. Voilà. Dans le projet, il y avait un endroit, un lieu, il fallait 30 mètres d'épaisseur. Hein. Donc, nous avons osé tenir, à un moment donné, un percement au centre, une manière de respirer, en fait, dans le projet, une manière non pas d'être en relation directement avec l'extérieur, parce que le bâtiment est systématiquement en relation avec la ville, mais une manière plutôt de se retourner vers l'intérieur du lieu. Cet espace a tenu un certain nombre, je vous jure, enfin vous voyez d'ailleurs les photos, c'est construit, et c'était pour nous relativement essentiel que dans quelque chose, évidemment, il faut utiliser, tout à l'heure je parlais pour les 250 logements, d'utiliser un maximum des surfaces à disposition. Mais ça a du sens par moment, mais ça n'a pas du sens partout. Je veux dire, à un moment donné, il faut essayer de voir la manière dont les choses se mettent en place. Et à la fin, de toute façon, le plan, eh ben, il est dans la famille plan dit rationnel. Si vous prêtez attention au projet, on dira que ça file droit, quoi, hein. Ça ne renie pas d'une certaine façon les questions de ligne.
Et on peut l'expliquer en plus, ce plan. C'est 3 dispositifs d'entrée qui correspondent aux 3 programmes distincts. À chaque fois, l'accueil et les espaces au commun au centre, et puis sur la périphérie. Et ensuite, on a des chambres qui font une vingtaine de mètres carrés, qui sont éclairées naturellement, une double distribution, des pièces humides plutôt au centre, de part et d'autre. Et au centre de ces distributions, on a gardé quelque chose qui est une grande gaine qui traverse tout le bâtiment, toute la longueur du bâtiment, dans laquelle, qui est une gaine d'entretien d'une certaine façon, parce que ça nécessite de l'entretien. Ces bâtiments, c'est comme des bagnoles, il faut qu'on puisse voir le moteur. Et du coup, pour ouvrir le moteur, on rentre à l'intérieur de ces gaines, elles font 1 mètre de large, et on traverse. Voilà. Et du coup, tous ces organes techniques qui sont accessibles, ça nous renvoie d'une certaine façon à l'idée du fonctionnement que doit générer ce bâtiment. La terre cuite, j'en ai fait un petit chapitre, allez, mais je le ferai dans 2 secondes. Oui, c'est un projet qui est de terre cuite. Et les réseaux sont évidemment apparents. Mais contrôlés. Les espaces communs que vous venez de voir sont essentiels au projet, mais ce qui est essentiel, c'est la capacité à offrir un toit. C'est cette condition-là de l'hébergement qui est première, puisque à l'échelle nationale, on parle de plus de 300 000 personnes qui n'ont pas de toit. Et c'est aussi dans la construction de ce centre d'hébergement d'urgence qu'on a fait, nous, peut-être les plus belles rencontres, celles de personnes qui se mettent, pour le coup, au service, investies d'une mission de sens commun, qui est une mission de l'État. Et si l'hébergement est ce point de départ, et bâtir ou élever ou réparer, ça permet justement d'héberger ou loger, mais ce n'est qu'une étape dans un parcours qui doit viser l'idée d'habiter et la capacité à être et la capacité à se réaliser. La terre cuite, c'est une rencontre. Ça a été une rencontre, on va dire, liée à cette espèce de micro-résistance, on va dire, à pas grand-chose en fait, puisque ça a été fait. Donc c'est que c'était possible. Mais qu'est-ce qu'on cherchait ? On cherchait la vitesse, on cherchait le calpinage, on cherchait à ce que le matériau donne lui-même la couleur du projet, on cherchait des métiers et on cherchait à remplacer le sempiternel placo. Voilà. Et c'est l'expression d'une forme de la simplicité, c'est une forme évidemment de la répétition, évidemment, du geste, mais c'est quelque chose qui n'évacue pas non plus les déchets. Faut pas se leurrer, ça fait partie de l'acte de construire. Mais c'est un matériau qui a fabriqué la règle et qui a fabriqué le rythme de cette opération. Et c'est un matériau qui existe, en fait. Voilà. C'est plutôt une rencontre à laquelle on tenait. Je vais aller beaucoup plus vite, parce que là, je vous parle d'un projet qui n'est pas construit. Donc, en fait, on s'arrêtera vite à l'esquisse. Mais c'est à partir de là que j'avais le droit de parler d'autre chose. Donc, j'y vais. Je ne vais vous en montrer que l'esquisse, et je l'ai appelé d'une certaine façon Bruxelles, affaire à suivre, parce que c'est la première fois qu'on essaye de travailler outre Kiévin. Et puis il en est là, quoi. Donc on ne sait pas où ça va se terminer. Comme souvent, les terrains qui n'ont pas été explorés nous amènent à réfléchir à ce qui serait presque pareil, mais ailleurs. C'est-à-dire, en se déplaçant, c'est là où on fait rentrer la mécanique de réflexion du projet. Ça pourrait être en base presque pareil que la première question, c'est un immeuble de bureau transformé en logement, mais ailleurs. Ouh là là, allons-y doucement, pas trop de risques surtout. Restons dans le champ de l'habitat, évidemment. Hein. Pas trop de... Petite step by step. Mais ça nous permet de se poser quelques questions.
puisqu'on parle beaucoup d'architecture et des questions du local. Mais de quoi le local est-il à l'écart? Ça, c'est aussi une question qu'on pourrait être amené à se poser. Et de quoi et de quelle valeur commune ces projets peuvent se rapprocher ou voisiner? Donc il y a une forme de curiosité à se confronter à ce qui est pour nous complètement inconnu. Et même si la géographie semble celle que l'on croit pouvoir connaître, c'est la géographie des métropoles qui pourraient se ressembler, et il y a quand même un vrai plaisir à observer et proposer une forme de décentrement. C'est-à-dire que tout à coup, voir ce dessin, là, pour le coup, on est dans des formes de dessin qu'on ne connaît pas, en fait. Vous voyez, je veux dire, c'est se repérer autrement dans un lieu. Voilà. C'est ça, ce à quoi on s'attache. Alors, explorer les différences, mais on ne les connaît pas, les différences. Faire autrement, mais on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas comment c'est fait d'une certaine façon. Donc, en fait, ce projet, de toute façon, il ne va jamais me permettre de monter en généralité, ça, c'est sûr. Parce que lui-même, c'est probablement un projet qui est légèrement exceptionnel dans le paysage bruxellois, en fait. C'est une vingtaine de bâtiments qui sont situés tous dans le quartier européen de Bruxelles, qui ont été vendus par la Commission à un promoteur en charge de les réhabiliter, de les transformer. Ils sont tous aujourd'hui des immeubles de bureaux et sous la houlette, d'une certaine façon, du Baumeister à Bruxelles. Donc, il y a d'une certaine façon un espèce de paysage qui doit, à un moment donné, se transformer, parce que 20 bâtiments de grande dimension, d'une certaine façon, ça fabrique quelque chose. Mais en même temps, je voudrais vous partager deux choses. La manière de faire un programme de concours ailleurs, à Bruxelles en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. Et la réponse et la concorde de deux équipes qui ne se connaissent là, du coup, pas du tout, pour se répartir des tâches sur un seul édifice qui est parfaitement insécable. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant, je crois, juste à décrypter. La cohérence de la conception, je vous lis un chapitre du concours. Lorsque la conception englobe plusieurs bâtiments, les architectes établiront un master plan ainsi qu'un plan de qualité afin d'assurer la cohérence et l'harmonie du projet complet. Le master plan définira l'organisation spatiale globale et les relations entre les différents bâtiments, tandis que le plan de qualité garantira que les critères architecturaux, esthétiques et fonctionnels respectent son haut niveau de standard, traitement des entrées, etc. Ces deux documents permettront de maintenir une vision unifiée tout en veillant l'intégration de projets dans son environnement urbain. Point. Point. C'est la règle. Normalement, c'est une règle qu'on sait partager. C'est la règle, ça tombe bien, c'est aussi notre règle. D'ailleurs, c'est la règle a priori. Et ça suffit pour, d'une certaine façon, c'est intéressant cette réduction de la question du programme de 300 pages à quelques mots. Il y a quand même quelques pages, mais il y a surtout quelques mots. Voilà. Et c'est ce qui est le point de départ du projet. Et il y a une répartition des typologies d'appartements en mixité sociale, 25%. Puis il y a des logements acquisitifs, des logements locatifs, des logements à finalité sociale, voilà, je vous en ai parlé, des logements alternatifs, le living, voilà. Bien, je précise à nouveau, toujours pas, bien que l'accent soit mis sur les logements classiques destinés aux familles, des alternatives telles que du co-living ou des logements pour étudiants peuvent compléter l'offre sans toutefois constituer une part majoritaire du programme résidentiel. Voilà le programme. C'est le pied, non? Quand même, c'est vraiment le... Et le... Ils attendent des surfaces, hein, c'est normal, mais quand même, une définition assez élémentaire. Et du coup, j'ai finalement vraiment pas grand-chose à vous montrer. Du coup, je voudrais vous parler plutôt de l'affaire du dessin. C'est assez chouette, en fait, de revenir là-dessus. C'est quoi le dessin? D'abord, le dessin laisse espérer. C'est... voilà. Un dessin, c'est un projet de correspondance entre plusieurs personnes. Alors, c'est pas la correspondance entre Maria Casares et Albert Camus, hein, ça se joue pas jusque-là. Mais c'est quand même
c'est quand même des discussions. C'est des discussions de papier. Et on tire la langue quand même avec ça, assez longuement. Cette idée du dessin, ça permet de tenter de fixer probablement une part de l'essentiel. C'est décrit, c'est inscrit. Puis le dessin, l'avantage, c'est que c'est pas non plus définitif. Je disais, ça laisse espérer. Enfin, il y a tout un univers ouvert à travers la précise imprécision du dessin. Voilà. Et en fait, dans ces dessins et dans ces correspondances, il y a une dimension presque introspective sur une forme d'attention à la gestion de nos propres méconnaissances sur le plan, c'est-à-dire l'approximation sur le plan de l'aménagement, sur le plan de l'histoire à Bruxelles, sur la part presque sensible des perceptions. Est-ce que c'est juste là-bas ? Allez, on se lance, on fait un dessin. Comment est perçu là-bas ce que l'on peut porter ici et comment les échanges vont se fabriquer. Et vous avez là, d'une certaine façon, presque la méthode qui est la méthode que font toutes les agences, que font tous les étudiants, c'est-à-dire le passage d'une chose à une autre avec juste une petite contrainte. Le bâtiment fait 22 mètres d'épaisseur. Voilà. Bon, et après, ce que l'écran ne vous dit pas, c'est que les studios ont une surface comprise entre 40 et 47 mètres carrés, une chambre 67 à 80 mètres carrés, et les 2 chambres 83 à 108 mètres carrés. Donc en fait, ça compense les effets de dilatation. Il peut faire 22 mètres. On arrive à faire là-dedans à travailler. Mais il y a un intérêt je pense, voilà, je voudrais continuer de scruter les mécanismes de la commande derrière ça, parce que enfin, on aime bien comprendre ce qu'il y a dans le moteur pour savoir enfin jusqu'où on peut pousser les choses. Et je trouve que de ce point de vue-là, la réflexion que l'on a là-bas, elle est assez intéressante. Un poteau devient une aventure, le jardin d'hiver devient quelque chose d'absolument assez essentiel et assez exceptionnel. On peut essayer je sais pas, est-ce que revenir en France avec ça va nous aider? Je suis même pas sûr, mais c'est pas grave. En fait, c'est nos propres réflexions qui cheminent. Est-ce que ça nous aidera à faire évoluer des projets parisiens? Je sais pas. Mais quand même, le jardin d'hiver, c'est quand même le déplacement de la barrière thermique qui n'est plus directement en prise avec le nu de la façade principale. Et dans ce quartier où le domestique doit venir, mais où le bureau est majoritaire, la question de la neutralité de la façade, c'est quand même une bonne manière de régler un certain nombre de problèmes et d'ouvrir à ce potentiel. Voilà. Et effectivement, je vous donne maintenant la clé de la lecture. C'est une clé qu'on essaye, nous, de travailler au maximum. C'est qu'on a un bâtiment qui a, on va dire, une vêture de 1990, mais qui en réalité est un bâtiment de 1970. Et nous, en 2025, on va revenir plutôt en arrière. On va déposer, on va déshabiller le manteau 1990 et on va essayer de revenir sur quelque chose qui peut nous intéresser. Voilà, et ils appellent ça la circularité. Et ce dessin-là, je trouvais que la manière ce mot de circularité, d'une certaine façon, voilà, c'est ben oui, il y a quelque chose dans la règle. La circularité, l'importance de la circularité dans le donné du concours, la réutilisation des structures de gros œuvres, c'est ça la circularité existante. Elle doit quand même être mise en balance avec la capacité à concevoir un résidentiel de qualité dans ces structures avec les ajustements nécessaires. Voilà la manière dont le concours nous est proposé. Et donc vous avez là d'une certaine façon les planches de ce que l'on a. Du coup, on a récupéré évidemment les planches du bâtiment de 1970 et le bâtiment se redirige vers un futur antérieur, en fait, dans l'idée du projet. Voilà. C'est assez beau parce que je trouvais que ça renvoie à des... moi, ça renvoie à mes 6 ans, en fait, hein, d'une certaine façon, 6-7 ans, là, vous voyez, ce moment-là. Et c'était assez amusant d'imaginer que ce bâtiment, à la manière d'Élysée Reclus, eh ben, les vignes sauvages qui viennent se mettre sur les ruines dans les textes d'Élysée Reclus,
bah là, c'est des grandes parois en verre qui viennent se mettre, qui viennent protéger des éléments en béton. Tout ça est assez beau, en fait. Et l'homme contemple, dit Élisée Reclus, cette scène, il voit des marques de l'industrie de ses semblables. On est donc là sur quelque chose qui est plutôt assez intéressant. Voilà. La Belgique, un critique culinaire dirait y retournerai-je non, pardon, y retournerai-je? Certainement. Voilà. On va aller donc un dernier petit moment à passer ensemble. J'espère que ça va. Donc c'est 15 logements qui viennent d'être livrés. Et cette opération, rue Charles-François Dupuis, c'est d'une certaine façon une opération qui continue le sillon, en fait, qui prolonge un sillon dont Christine a dit c'est l'ancien. Voilà, effectivement, c'est un projet, c'est un projet qu'on a presque à un moment donné pu visiter. Vous connaissez peut-être ces dessins d'Ungers et qui décrivent d'une certaine façon l'intérieur, les choses que l'on ne voit pas. Et dans ce dessin-là, il s'intéresse aux choses qui résistent, en fait. Donc, ce qui résiste dans l'homme, ce qui résiste dans ce lieu que vous avez évidemment reconnu, et ce qui résiste dans une voiture. Et donc, il y a un très joli livre que je vous recommande. J'ai dit que je parlerai un petit peu de mes propres lectures, de ce qui alimente d'une certaine façon la réflexion. Voilà. C'est un livre de Georges Apex qui s'appelle Postscriptum, qui est édité au Centre national de la danse, page 28. Accepter de s'enfoncer dans cette ligne sédimentée, agrégée, de la creuser, de la modeler, d'y chercher les lignes à suivre, des mouvements, des forces. Les approches de la réhabilitation proposent un regard de plus en plus près des choses, ou sur les choses et sur l'architecture. C'est ce qu'il a construit et c'est ce qu'il a nourri. C'est pour ça que j'ai mis ces deux dessins. Et dans cette affaire-là, oui, on est peut-être à un moment donné compositeur, interprète, écrivain, traducteur, mais l'idée d'une connaissance est assez essentielle. Je vous parlerai de méthodes. Nos méthodes, elles sont liées obligatoirement dans cette connaissance sur nos capacités à voir. Première chose. La deuxième chose, accepter l'immersion au plus proche. La troisième chose, être en situation de connaissance et de reconnaissance. Et enfin, maîtriser un des outils cognitifs des architectes, le relevé pour le dessin. Voilà. À partir de là, il y a quand même des choses qui sont assez essentielles. Et ce n'est que le préalable, parce que le projet arrive ensuite. C'est-à-dire que le projet est une forme de déclaration à cette connaissance. Avec cette connaissance, on est en capacité de faire projet. Le projet, ce n'est pas directement la conséquence de la connaissance. Hein. Le projet, c'est cette déclaration à cette forme de connaissance que l'on a. On part d'un immeuble qui était un immeuble où on a quand même vraiment l'impression qu'il a été... je sais pas, les gens sont partis en laissant tout sur place. Les visites sont quand même un tout petit peu, prenantes, en fait, quand on prend connaissance de ces lieux. Et évidemment, une partie du travail passe par d'abord des dessins que l'on se prête de gens qui sont arrivés avant nous, qui ont regardé cet immeuble. Pour eux, les choses n'ont pas abouti. Il y a une forme quand même de solidarité dans les communautés. Et ça, je voulais un peu le souligner. On s'en ressaisit d'une certaine façon de ces choses-là. On les reprend à notre propre compte. On les réalimente par rapport à des choses qui nous semblent assez essentielles dans la réflexion. Et ce dessin-là, il est très très proche d'un des dessins qu'on avait fait, nous, en 2005, qui était une opération de réhabilitation à Paris, au moment où 4 architectes
ou 5 architectes candidatés sur ce type d'opération. Là où maintenant, je pense, on est 200 à peu près, hein, sur chaque... et on se fait des grands sourires, mais quand même, ça fait quand même beaucoup de monde. Et là, celui-là, c'était des travaux en vue du changement partiel de destination de locaux à rez-de-chaussée à usage de commerce, 30 mètres carrés, en habitation, avec création d'un local poussette, d'un local poubelle, d'un ascenseur, fermeture partielle d'une cour du 1er au 5e étage et modification d'aspect extérieur. Sean, à l'époque, créé 43 mètres carrés. Et cette opération-là, elle est assez proche. Voilà. Et à ce moment-là, peut-être qu'on était probablement dans des connaissances insuffisamment comprises, puisque c'est des connaissances qui nous arrivaient, nous, de l'école, qu'on avait peut-être insuffisamment, on va dire, comprises, qui étaient liées à cette chaire de ces bâtiments. Voilà. Je ne me rappelle pas combien on était sur ce concours-là, mais peut-être qu'en s'enfonçant dans cette matière sédimentée, juste pour vous la partager rapidement, il y a évidemment, je commence par peut-être les planchers, plutôt dans une optique de réparation, de point de départ de planchers à solives d'enchevêtrure, ou dans lesquels on va reprendre à notre compte évidemment les questions de réseau, les questions acoustiques, les questions de son des choses. Ça fait partie d'une partie du projet, et travailler d'une certaine façon avec des entreprises qui ont d'une certaine façon ce plaisir à regarder les bâtiments, pas forcément de la même façon que nous, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes logiques, mais à aimer ces bâtiments. Ça me semble être quelque chose d'assez intéressant à vous partager, parce que là, c'est effectivement une partie du métier, de notre métier, mais aussi du métier de l'entreprise. Et lorsqu'on en arrive sur les reconstitutions, tout du moins les reconstitutions de pans de bois, que se pose, vous voyez, d'abord le diagnostic, les endroits sur lesquels il faut intervenir, parce que ce bâtiment, il est là depuis 2 siècles, et il peut être là encore un certain temps, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas intervenir dessus. Enfin, pendant moi 20 ans, j'ai entendu démolissez, démolissez, démolissez. Et aujourd'hui, j'entends conserver, conserver, conserver. Il y a un intervalle là-dedans qu'il faut absolument réfléchir. Et ce qui est intéressant pour le réfléchir, ce sont les métiers avec lesquels, d'une certaine façon, on est amené à intervenir. Voilà. Et c'est une autre dimension du paysage qui m'intéresse, celle de l'antériorité des sites sur lesquels on nous demande de projeter. Et ces mots sont de Michel Courajou, ce sont les mots d'un paysagiste, figurez-vous. Effectivement, les paysagistes se sont saisis vraiment de ces situations, évidemment largement avant nous. Aujourd'hui, ça s'appelle réemploi, ça s'appelle... voilà, mais voilà quoi. Dans les faits, ça relève des questions, on va dire, de l'architecture, voilà. Et vous voyez à droite un morceau de plastique qui est l'anti-dérapant. Vous voyez le truc. Il y avait 2 possibilités. On met les clous, c'est plus joli. On met le plastique. Ah, je me dis peut-être qu'il va sauter le plastique. Je préfère le plastique. Voilà. Et on retrouvera un escalier, un vrai escalier, un jour. Dans pas très longtemps, sans plastique. Voilà. Et voilà, si on avait mis les clous, on aurait fait des trous. C'est bien aussi, hein, mais c'était peut-être pas la bonne solution. Je sais pas, en fait. Voilà. Je sais pas. Voilà. Comme beaucoup, en fait, à chaque projet, l'idée de glaner est toujours intéressante. Peu de choses que l'on apprend ou que l'on sait ou que l'on lit va servir. Ça va pas servir, sauf au moment où on en a besoin, en fait. C'est ça l'idée de tous ces projets. Et c'est pas facile de ranger, de caser, de nouer, de dénouer, de renouer avec justesse, d'une certaine façon, les choses et les gens.
il y a cette espèce de travail comme ça, un tout petit peu large, qui s'opère. Je vous montre quelque chose qui est, on va dire d'une certaine façon, le projet, en fait, la réalisation. On est passé par l'habitat, on vient sur la façade, ce rapport à la ville, et on revient sur un petit moment du projet qui était l'idée de rentrer pour ressortir. Rentrer dans l'immeuble pour ressortir. Voilà. Je rentre dans l'immeuble et ensuite je ressors dans la cour. Je prends l'ascenseur, je suis dedans, je sors de l'ascenseur, je suis dehors, je suis dans la cour. Et cette espèce de travail que... Voilà. Julien, est-ce que j'ai le temps de conclure ou pas? Ou c'est... Tu me dis, hein, c'est 5 minutes? Ok. Tu m'as demandé de parler d'habitat. Qu'on aborde cette question sur un plan strictement sociologique, philosophique, sur le plan de l'économie, de la construction ou de sa génération, l'habitat, c'est un domaine qui appartient à tous. Tous. Ça rejoint en cela deux autres, on va dire, domaines, deux grands domaines, celui de l'éducation et celui de la santé. Je crois que c'est Paul Ricoeur qui, dans le cadre d'une conférence sur les questions de justice, évoquait ces trois domaines. C'est-à-dire que ça, c'est garant d'une possible justice. J'ai cherché à retrouver cette conférence, je ne l'ai pas trouvée, il y a peut-être une forme d'approximation, j'en suis désolé. Mais quand même, il n'échappe pas que la question de la santé est confiée aux médecins, que celui de l'éducation est confié à des enseignants. Et quand on évoque l'habitat, ce sont d'autres voix, ce sont toutes les voix qui s'expriment. Les élus, les entrepreneurs, les promoteurs, les aménageurs, les sociologues, les urbanistes. Et c'est normal, puisque j'ai dit au départ que ça appartient à tous. Donc, à commencer par tous ceux-là qui eux-mêmes habitent d'une certaine façon. Donc, de ce point de vue-là, c'est totalement normal. Mais par contre, personne n'est aujourd'hui formé au prisme complexe et hybride de l'habitat, à part l'architecte, en fait. Tout le monde, beaucoup, on va dire, compte, c'est nécessaire, gère, c'est nécessaire, élève, c'est nécessaire, organise, c'est évidemment nécessaire, tente de comprendre, c'est la chose qui est partagée, mais la chose dans sa globalité, seuls nous, on essaye de, normalement, parce qu'on ne le fait pas toujours, on devrait être garant de cette chose-là. Toutes les autres personnes, et c'est normal, sont d'une certaine façon garants de leur propre texture, en fait, dans leur rapport au projet. Mais nous, on n'en est pas là. On est, a priori, presque les seuls à être, d'une certaine façon, presque formés à ce tout. C'est complexe, c'est compliqué, c'est long, mais ça nécessite de multiples attentions. Mais c'est cette mission d'intérêt public pour laquelle d'ailleurs nous avons prêté serment, et je ne dis pas ça de façon militante parce que c'est notre job. Je vous remercie. Et maintenant, je m'évanouis. Oui, non, ça va. Merci François. Je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle. Éventuellement, faites attention parce que s'il n'y en a pas, c'est moi qui vais les poser. Ça peut être un peu long. Quelqu'un, peut-être en haut, non? Donc, François, je vais vous poser une question piège puisque c'est une question que vous avez posée vous-même. Et peut-être la réponse mériterait-elle d'être un peu plus détaillée ou pas. Sur cette question de la transformation des bureaux en logements, votre question c'était: que reste-t-il de l'univers du bureau dans l'habitat?
Et voilà, c'est cette question que je vous repose. On a parlé des ouvertures. Est-ce qu'il y a d'autres... En fait, ce que je trouvais assez beau dans votre présentation, c'est que vous parliez de qualité de bureau, en fait, qui pouvait être redéplacée dans le logement. Voilà, merci. Je vais essayer d'y répondre. L'univers du bureau, je ne me rappelle plus le nom de cette série absolument incroyable, très, très, très drôle. The Office. Comment? The Office. Non, ça se passe The Office. C'est une rue, c'est française qui parle des services secrets dans les années 60-70. Au service de la France. Au service de la France. Merci. Au service de la France. Bon, je suis désolé, hein, ça montre. Et les bureaux sont les bureaux c'est les bureaux de nos parents, en fait, de mes parents en tous les cas, pour ce qui me concerne. Et c'était des bureaux où la couleur du bois n'était pas beige. C'était une couleur qui était un peu plus rouge. Vous voyez ça? Un peu plus koumé, quoi. Vous voyez? Et quand on s'est posé la question des menuiseries et de la couleur de ces menuiseries, c'est un truc qui est toujours partagé. On est 250 à discuter autour de la couleur d'une menuiserie, c'est normal, mais elle ne pouvait pas être autre que cette couleur-là dans ma tête. Parce que ça, c'est l'univers du bureau. Et ça teinte autrement, d'une certaine façon, cet immeuble. Voilà, ça c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est en fait un vol, parce qu'on vole en permanence, on dérobe. C'est un vol, un projet de dîneur et dîneur à Berlin, qu'on a déjà volé une première fois dans une opération de quai de Valmy, dont on n'a finalement pas parlé, et qu'on a réinvesti là. C'est-à-dire que les bétons de ces immeubles de bureaux étaient gris, puisqu'ils étaient, voilà, béton gris normal. Les bétons du travail en adjonction, qui vont rencontrer la pierre, c'est des bétons blancs. Et ce sont des bétons blancs bouchardés. Et ces bétons blancs bouchardés viennent rencontrer la pierre, mais ils sont blancs. Alors que les bétons existants sont des bétons gris. Du coup, les bétons gris qui sont à l'intérieur vont, eux, être bouchardés. C'est-à-dire qu'ils vont rejoindre les valeurs des bétons blancs bouchardés que l'on en rajoute pour ramener les choses ensemble. Ça, c'est l'héritage du bureau. Les gens ne le verront pas. C'est nos propres petites projections sur les choses. Mais par contre, peut-être qu'un jour, un enfant de 6 ans se dira tiens, c'est étonnant, j'habitais un jour dans un immeuble dont les fenêtres étaient un peu étranges, d'une couleur assez étrange. Je ne sais pas quelles seront à ce moment-là les habitudes, quelles seront les habitudes. Et à un moment donné, il s'est frotté à l'intérieur à un béton gris et à l'extérieur à un béton blanc bouchardé. Voilà, c'est ce genre d'histoire. C'est ce que l'on s'oblige à fabriquer pour, à un moment donné, voilà, aller dans une autre forme de contrainte que l'on s'impose soi-même. Merci. Oui, parce que c'est vrai pardon, je me permets de rebondir, mais personne n'a envie d'habiter dans des bureaux. Donc c'est toute la magie justement du geste de transformer. C'est aussi de pouvoir offrir peut-être une nouvelle narration. Voilà, mais vous savez, enfin, j'ai pas, parce qu'il fallait tenir machin, mais moi, on prend un immeuble, on doit en faire 254 logements, c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle les gros machins. Je veux dire, si je vais pas me retourner vers Hannes Meyer, si je vais pas me retourner vers les architectes allemands qui ont fait, eux, moi, j'ai très peur. J'ai très peur de me dire waouh, 254 familles, ça fait partie de notre responsabilité. Ok, on a candidaté, mais voilà. Et il faut que ce soit, je disais, il faut que ce soit pour tous. Hein, c'est ça. Ouais, pas facile. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne sais pas si on a encore un peu de temps.
peut déplacer le micro. Non. Bon. Moi, j'ai d'autres questions. Hein. Si vous voulez qu'on discute, on peut vous tenir jusqu'à 22h30. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci François et merci à l'école.